Bonjour. Alors, en mécanique, on va s'intéresser au repérage d'un point. Donc, dans cette vidéo, on va s'intéresser à trois repères différents. Un repère donc, cartésien, le repère cylindrique et le repère sphérique. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir faire? Donc, en fait, l'idée, déjà, c'est d'être capable de représenter le repère, de connaître la base du coup qu'on va associer au repère. Donc, par exemple, dans le cas du repère cartésien, on va avoir une base donc, avec trois vecteurs unitaires qui sont en fait orthonormés, donc unitaires et orthogonaux entre eux. Donc, les vecteurs EX, EY et EZ. On va voir donc ensuite pour la base cylindrique et sphérique. Et ce que vous devez être capable de faire, donc après avoir déterminé l'expression du vecteur position, c'est déterminer l'expression du vecteur déplacement élémentaire dans ces trois systèmes de coordonnées. Et également dans le cas du repère cartésien et du repère cylindrique, vous devez être capable de déterminer, d'établir l'expression du vecteur vitesse. Voilà, on donnera également l'expression du vecteur accélération ici, puisque par exemple quand vous déterminez, en coordonnées cylindriques et cartésiennes, notamment en coordonnées cylindriques, c'est important de savoir retrouver ça. Voilà. Donc on va commencer ici par déjà la représentation du point M. Donc on va prendre un point M qui a pour coordonnées x, y, z, dans la base EX, EY et EZ. Et on va regarder ce qui se passe lorsque ce point M se déplace durant une durée qui est infiniment petite, c'est-à-dire une durée qu'on va noter dt. Donc, par exemple, ce déplacement, ça peut être finalement la composition d'un déplacement selon trois axes différents. Notamment, on peut avoir x qui va varier d'une quantité dx. Au lieu d'être ici, on va passer ici. On peut avoir y qui va varier du coup d'une quantité dy et z qui va varier d'une quantité dz. Donc, si vous regardez la composition finalement de ces trois déplacements possibles, vous allez passer d'un point M finalement à un point M', qui est le point M mais pris à un instant t plus t plus dt, dt entre m et m', et on peut construire le vecteur qui relie ces deux points qu'on appelle le vecteur déplacement élémentaire, qu'on note aussi DOM. Ce vecteur déplacement élémentaire, finalement, c'est quoi? C'est la différence entre le vecteur position pris à l'instant t plus dt et le vecteur position pris à l'instant t. Alors, si on regarde selon les trois vecteurs de la base, donc en fait, on va avoir un déplacement dx entre les deux vecteurs position. Donc là, en fait, on a déjà un petit peu occulté une étape, c'est-à-dire l'étape où on fait la différence des coordonnées selon EX pour le point M' et le point M. Donc pour le point M', en fait, on va avoir du x plus dx, et pour le point M, on va avoir du x. Donc si on fait la différence, il ne reste plus que dx. Donc la même chose, selon y, on va avoir dy, et selon z, on va avoir dz. Donc pour le vecteur position, pour rappel, ici dans le cas du repère cartésien, on va prendre OM sous la forme x, ex, plus y, ey, plus z, ey. Le vecteur vitesse va être la dérivée du vecteur position. Donc là, c'est important de faire une petite remarque. Donc quand vous regardez cette base, la base EX, EY, EZ, d'ailleurs je me suis trompé ici, je vous ai mis EY et on va mettre EZ. En fait, ces trois vecteurs sont des vecteurs qu'on va considérer comme fixes, c'est-à-dire qu'ils ne dépendent pas du temps. En particulier, quand vous allez dériver le vecteur position, normalement, il faudrait porter attention ici au fait que vous dérivez un produit. Donc x et le vecteur ex. Ici, étant donné que le vecteur ex, le vecteur ey et le vecteur ez sont constants, dériver à chaque fois de ces trois termes, ça revient uniquement à dériver le premier terme. Donc notamment ici, on aura uniquement, par exemple selon ex, la dérivée de x par rapport au temps. Donc selon ex, pareil pour y, la dérivée de y par rapport au temps, et pour z, donc la dérivée de y par rapport au temps. Donc c'est-à-dire que c'est un cas un petit peu plus simple que ce qu'on va voir tout à l'heure dans le cas par exemple du repère cylindrique. Autre façon d'obtenir le vecteur vitesse, vous pouvez remarquer également que si on regarde l'expression du vecteur déplacement élémentaire DOM, on peut prendre cette expression et diviser
tous les termes par dt. Et on retrouve l'expression de ce vecteur vitesse. Donc deux façons ici de faire ça. Soit on dérive, soit on prend directement le vecteur déplacement élémentaire si on l'a exprimé précédemment et on le divise par dt. Alors, pour le vecteur accélération, il suffit de redériver une fois donc, le vecteur vitesse, puisque c'est la dérivée du vecteur vitesse, et on peut aussi dire de ce fait que c'est la dérivée seconde du vecteur position. Alors, faites attention, donc ici c'est pareil, quand vous allez dériver, les vecteurs EX, EY et EZ sont fixes, donc ils ne dépendent pas du temps, et on dérive uniquement le premier terme. Donc comme on avait déjà dans le vecteur vitesse la dérivée première de x par rapport au temps, ici on va se retrouver avec la dérivée seconde de x par rapport au temps. Donc faites attention où vous mettez vos 2 ici, pour indiquer que c'est une dérivée seconde. Ici vous allez mettre ça sur le d, et ici après le t. Okay. Donc voilà, faites attention juste à cette façon d'écrire les choses. Donc mettez pas par exemple le 2 ici pareil au-dessus du D. C'est des choses que je vois avec mes étudiants. Donc faites attention à ça. Donc voilà pour le vecteur accélération dans la base du coup cartésienne et donc pour le repérage cartésien. Désormais, on s'intéresse au cas du repère cylindrique. Alors, comment est-ce qu'on va définir ici le repère cylindrique? Donc déjà, on va partir ici du repère cartésien avec donc les trois vecteurs de la base EX, EY, EZ. Et on va donc placer un point M ici. Donc si je regarde la projection dans le plan OXY, donc c'est-à-dire dans ce plan qui est juste ici du point M, on obtiendrait en fait le point I. Et à partir de là, à partir en fait du segment OI, je vais tracer donc le vecteur ER, qui va être finalement ici collinéaire au vecteur OI, et on va définir le vecteur Eθ qui va être donc d'une part orthogonal à ER, d'autre part orthogonal à EZ, et qui va être dans le sens qui va être défini par ici le sens de θ. Donc comme θ, il est, donc si je regarde par-dessus dans le sens trigonométrique, eh bien Eθ va se retrouver comme ça. Alors, pour le coup, ensuite, on peut reporter du coup ces vecteurs de base au niveau du point M qui nous intéresse, qui se trouve être ici. Et donc, vous voyez en fait les vecteurs ER, Eθ et EZ qui sont donc orthogonaux entre eux. Alors, petite particularité de cette base et différence par rapport à la base cartésienne qu'on avait tout à l'heure. Vous avez EZ qui est le même vecteur que la base cartésienne. Par contre, ER et Eθ donc, ce sont des nouveaux vecteurs qui, eux, vont en fait tourner lorsque θ varie. Donc pour le coup, ici on a affaire à des vecteurs qui sont dits mobiles, qui varient dans le temps, et ici on a un vecteur qui est fixe. On verra quelle est notamment la conséquence de ça sur le vecteur vitesse et le vecteur accélération tout à l'heure. Vecteur position, donc pour le déterminer, je me suis aperçu que ça peut poser quand même pas mal de problèmes souvent, alors que c'est, pour ainsi dire, assez simple quand même. Pour déterminer OM, ce que vous pouvez utiliser, c'est une relation de Schall, tout simplement. Dire que OM, c'est la somme de OI, donc du vecteur OI, et du vecteur IM. Donc là, on pourrait dessiner un triangle avec les deux vecteurs, et on verrait qu'on obtient en fait le vecteur OM. Si ça peut vous aider, vous pouvez aussi faire ça. Alors, OI, quelle est son expression? Donc, OI, finalement, il est selon ER. Et ici, on va définir R comme étant la distance entre O et I. Donc, on va avoir OI-ER, c'est-à-dire R-ER. Et IM, en fait, donc c'est quoi? Ça va être tout simplement, je ne l'ai pas reporté ici, mais je pourrais le mettre. Donc là, on aura en fait une altitude Z, qui serait en fait celle-ci. Et donc IM, ce serait donc Z, EZ. Donc voilà pour le vecteur position. Petit cas particulier, donc déjà ce repère, on va l'utiliser quand vous avez par exemple une translation avec une rotation. Okay. Dans le cas particulier du cas où vous aurez par exemple juste une rotation autour d'un axe qui va être fixe, par exemple EZ, eh bien on va utiliser non plus le repère cylindrique mais le repère polaire, qui est finalement quoi? C'est juste l'association du vecteur ER,
Eθ. Donc c'est un cas particulier en fait du repère cylindrique qu'on utilise quand même assez fréquemment dans les exercices. Donc dans ce cas-là, pour le vecteur position, on aurait pu ce serait tout simplement OM égale OI, ok. Et dans ce cas-là, on aurait OM égale RER. Voilà, donc c'est de là que ça vient. Mais donc dans le cas général, c'est le repère cylindrique où vous avez également une composante selon un vecteur EZ. Alors, on va venir au vecteur déplacement élémentaire qui est pour le coup un peu plus compliqué à calculer que quand vous êtes en coordonnées cartésiennes. Alors en particulier, on va voir ici hein, la petite différence. Donc comme tout à l'heure, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer au niveau du point M et je vais regarder, en fait, hein, je fais varier finalement le point M, hein, je me déplace selon chacun des vecteurs. Alors si je me déplace en fait selon ER, hein, donc je passe par exemple d'ici à ici, je vais avoir uniquement DR, ER. Pareil, hein, donc si je me déplace selon EZ, je vais avoir un déplacement qui va être DZ. Donc ça, en fait, c'est similaire à ce qu'on avait tout à l'heure quand on était en coordonnées cartésiennes. La différence, c'est si θ varie. Okay, donc si θ varie, ici, donc vous allez avoir variation d'un angle qu'on va noter dθ, et pour le coup, que vaut le déplacement élémentaire selon Eθ? Eh bien, pour le trouver, on peut faire la figure justement qu'on va obtenir à partir de cette première figure. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ici par-dessus. Hein, donc moi, je me place comme ça et je regarde donc selon au-dessus le plan X. Alors là, je ne l'ai pas mis. O, Y. Alors, ici, on retrouve le point I hein, qu'on a ici. On retrouve le rayon R, on retrouve θ. Et donc, quand on a une variation infiniment petite de θ, qu'on va noter dθ, vous voyez que le point, en fait, I, donc le point M aussi, hein, vu du dessus, il va parcourir ici un petit arc de cercle, okay, dont la longueur d'arc va être donnée juste ici. Donc, pour trouver déjà cette expression, en fait, c'est pas bien compliqué. Il suffit par exemple de voir, pour essayer de vous justifier ça, que le périmètre, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement L égale 2pi fois le rayon. Donc qu'est-ce qu'on fait pour trouver le périmètre? Bah, en fait, hein, on part d'un point et on fait un tour donc d'un angle de pi hein, pour faire le tour. Et ici, la variation de l'angle, c'est pas 2pi, mais c'est uniquement dθ. Okay, donc de manière analogue, on va obtenir, donc, pour ce déplacement élémentaire, pour la petite longueur d'arc, dθ fois r. Donc le déplacement élémentaire, selon Eθ, ça va être r fois dθ. Donc pour le vecteur position, déplacement élémentaire, on trouve donc selon ER, donc comme on a juste une translation dr, ER, ici on a une rotation, puisque selon Eθ, vous avez θ qui va varier, donc vous allez avoir r dθ, et ici donc dz, ez. Ici, il faut que vous soyez capable justement de trouver où va se trouver le point M'. Par exemple, donc, comme on disait, donc, on a un déplacement selon dr, ensuite on a r dθ selon Eθ, et on a ensuite un déplacement dz. Donc le point M' va se trouver ici. Et donc le déplacement élémentaire, hein, il serait comme ceci, le vecteur déplacement élémentaire. Voilà. Donc là, je ne le mets pas pour pas trop surcharger la figure, mais ici, donc, on aurait le vecteur DOM. Après avoir déterminé le vecteur déplacement élémentaire, ce qui nous intéresse, c'est de trouver l'expression de la vitesse, puis celle de l'accélération. Alors, pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est donc qu'on va dériver le vecteur position dans un premier temps. Si vous dérivez le vecteur position, contrairement à tout à l'heure, qu'est-ce qui va changer? Avant, donc, on dérivait par exemple x, ex, et quand vous dériviez ça par rapport au temps, le vecteur ex était fixe. Donc, pas de souci, il suffisait de dériver x par rapport au temps. Ici, en fait, on va dériver un produit dont les deux termes dépendent du temps. Finalement, r va dépendre du temps, et er va dépendre du temps, puisque c'est un vecteur qu'on a dit, dont on a dit qu'il était mobile, hein, donc il dépend du temps. Alors, l'idée, c'est de trouver l'expression donc de la dérivée de ER, de la dérivée de Eθ également par rapport au temps. Alors, dans un premier temps, pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? On va devoir exprimer ER et Eθ en fonction de Ex et Ey. Alors, ce qu'on peut faire, c'est se placer par exemple dans le plan X, OY et tracer donc les différents vecteurs. Donc, on va venir ici placer en un même point.
Alors, on a le vecteur EX qui fait un angle, θ avec le vecteur ER. Et donc, le vecteur ER fait un angle, donc pi sur 2 moins θ avec le vecteur Y. Donc, si ici, on se déplace entre ER et Eθ de pi sur 2, on s'aperçoit qu'on a un angle, du coup, qui fait θ entre EY et Eθ. Et du coup, pi sur 2 plus θ entre EX et Eθ. Alors, pour exprimer ER dans la base EX et EY, en réalité, les composantes dans cette base, ce sera quoi? Ce sera la projection de ER selon EX, c'est-à-dire ER scalaire EX, et pareil, selon Y, on aura ER scalaire EY. Ici, on a deux vecteurs deux vecteurs unitaires, donc dont la norme vaut 1. Donc quand j'effectue le produit scalaire de ER par EX, je vais avoir donc norme de ER fois norme de X, ça fait 1 fois 1, fois le cosinus de l'angle entre les deux, et l'angle c'est θ. Donc on va donc se retrouver avec 1 fois cosinus θ, soit cosinus θ. On fait la même chose, donc cette fois avec le produit scalaire ER scalaire EY. Vous vous apercevez cette fois donc le produit norme fait toujours 1, mais cette fois le cosinus de l'angle qu'on va prendre, ça va être cosinus de pi sur 2 moins θ. Donc si vous regardez dans le cercle trigonométrique, vous vous rendez compte que cosinus de pi sur 2 moins θ, ça fait aussi sinus de θ. Donc on obtient sinus θ selon EY. Alors, là où c'est un petit peu plus difficile, c'est pour Eθ. On regarde la projection de Eθ selon EX. Donc pour moi, ce que je présente en cours, c'est deux méthodes un petit peu différentes. On peut tracer par exemple moins Eθ, projeter EX, on peut tracer moins EX, et projeter Eθ selon moins EX, et ajouter du coup un signe moins après projection. Ou alors, on peut directement utiliser l'angle qu'on a entre les deux, c'est-à-dire θ plus pi sur 2. Donc cosinus de θ plus pi sur 2, ça fait quoi? Ça fait aussi moins sinus de pi sur 2, parce que du coup, on a le cosinus qui est négatif à ce moment-là. Donc, ici, on va avoir du moins sinus θ selon EX, et ici, donc, comme on l'avait dit tout à l'heure, l'angle entre Eθ et EY, c'est θ, donc on a directement cosinus θ selon EY. Alors ensuite, comment est-ce qu'on va dériver ça? Alors, on utilise ici la dérivation composée pour la suite. Donc, vous prenez par exemple donc g rond u, donc avec u qui dépend de t', donc vous faites la dérivée de ça. Mais en fait, ça revient finalement donc, à regarder g' rond u fois u' de t. Autrement dit, donc dériver g par rapport à u et multiplier ça par la dérivée de u par rapport à t. Alors, on va appliquer ça justement pour les deux composantes du vecteur Eθ. Alors, pour les deux composantes du vecteur Eθ, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dériver donc moins sinus θ par rapport au temps, ici, et le cosinus θ par rapport au temps. Je ne dérive pas Ex et Ey, sachant que eux, ils sont fixes. Donc, c'est-à-dire que leur dérivée par rapport au temps sera nulle. Alors, ici, donc, je remplace la dérivée par rapport à t, selon ce qu'on a fait ici. Donc ça revient finalement ici à prendre donc, pour g le sinus, moins sinus, et pour θ, pour u, on va prendre θ. Okay. Alors ici, on va avoir donc la dérivée de g par rapport à u, donc c'est-à-dire ici moins sinus θ dérivé par rapport à θ, fois donc la dérivée de θ par rapport au temps, c'est-à-dire la dérivée de u par rapport à t, par rapport à ce qu'on a écrit à l'instant. Et donc deuxième terme, dérivée par rapport au temps, cosinus θ, ça revient aussi à dériver cosinus θ par rapport à θ et à multiplier ça par la dérivée de θ par rapport au temps. Alors les dérivées de θ par rapport au temps, par simplification de notation, on va noter ça θ point, et θ point point lorsqu'il s'agira de la vitesse de la dérivée seconde. Alors, quand on dérive donc moins sinus θ, on va avoir donc moins cosinus θ, donc fois θ point, donc la dérivée de θ par rapport au temps selon x. Et quand on va dériver le cosinus, on va obtenir donc moins sinus θ fois θ point selon EY. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est mettre moins θ point en facteur, et vous allez comprendre pourquoi. En facteur de quoi? En facteur de cosinus θ ER plus sinus θ EY, dont on reconnaît par identification que c'est égal à ER. Autrement dit, dériver Eθ par rapport au temps, cette dérivée est égale à moins θ point
ER. Alors, je vous invite à faire exactement la même chose pour le vecteur ER, donc le dérivé par rapport au temps, et montrer qu'on va obtenir donc θ point Eθ. Donc je vous rappelle ce qu'on a vu à l'instant, donc la dérivée de Eθ c'était moins θ point ER. Entre guillemets, c'est un petit peu plus difficile, et ça c'est un peu plus facile à montrer, donc n'hésitez pas à le faire pour vous entraîner. Alors maintenant, on va faire le calcul établir l'expression du vecteur vitesse. Alors, première façon de faire, on va utiliser la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Alors si je dérive le vecteur position qui est ici, eh bien en fait je vais déjà dériver pour la partie selon ER, R, ER. Donc si je fais ça, je dérive un produit. Donc je vais d'abord dériver R par rapport au temps, donc selon ER, et ensuite prendre R fois la dérivée de ER par rapport au temps. Donc ce que j'obtiens ici. Pour la partie donc selon EZ, EZ étant un vecteur qui est fixe, quand je dérive EZ par rapport au temps, ça me donne 0. Donc en fait ici on n'aura qu'un seul terme avec la dérivée de Z par rapport au temps. Alors pour simplifier un petit peu du coup cette notation, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, dès qu'on a une dérivée première, donc mettre un symbole point, et une dérivée seconde, on va mettre un symbole double point, donc point point. Alors, ici, donc dériver R par rapport au temps, on va noter ça R point, donc selon ER. Si je dérive ER par rapport au temps, on va obtenir, donc finalement, θ point Eθ, donc on va avoir du R θ point Eθ, et en dérivant donc Z, on va noter ça Z point, donc selon EZ. Alors, ce qu'on remarque aussi, donc ça c'est l'autre notation, la notation vraiment complète, sans les points, c'est que si vous prenez donc encore une fois votre vecteur déplacement élémentaire ici, que vous divisez par dt, donc vous obtenez dOm sur dt, et vous allez en fait constater quoi? Vous allez constater que on retrouve finalement le vecteur vitesse. Donc là on va avoir du dr sur dt, donc la dérivée de r par rapport au temps selon ER, r dθ sur dt, donc la dérivée θ par rapport au temps, donc θ point, et ici donc dz sur dt, donc la dérivée z point selon EZ. On retrouve ce qu'on a trouvé ici. Alors là, je vais aller un peu plus vite pour l'accélération. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à essayer de reprendre les différentes étapes et à montrer du coup le résultat. Alors pour l'accélération, ce qu'on va faire, c'est que ici, donc, vous avez R.ER, donc on va dériver R. On va obtenir R. ER, et ensuite on dérive ER, donc on obtiendra du θ point Eθ, donc ça va faire R point ER plus R point θ point Eθ. Et ici, attention, là vous dérivez 3 termes. Alors, en fait, on peut montrer que là, il va falloir faire donc la somme de 3 termes quand on va dériver ça. Premièrement, dans le premier terme, je vais dériver R par rapport au temps. Deuxième terme, je vais dériver θ point. Et troisième terme, je vais dériver Eθ. Okay, donc, pour le premier terme, quand je le dérive, je vais avoir du R point θ point Eθ, ensuite du R point Eθ, et je dois dériver Eθ ensuite. Donc, R θ point fois donc moins θ point ER. Donc, je vais avoir du moins R θ point carré selon ER. Ensuite, je peux factoriser pour vraiment mettre en évidence les composants donc selon ER et selon Eθ. Et j'obtiens donc R point point moins R θ point carré selon ER plus 2R point θ point plus R θ point point selon Eθ. Pour finir, on va s'intéresser au repère sphérique. Alors pour le repère sphérique, cette fois, on va avoir donc pour nos 3 vecteurs de base, le vecteur ER, Eθ et Eφ, où cette fois, tous les 3 sont des vecteurs qui sont mobiles. Alors, petite différence par rapport aux 2 autres repères qu'on a vus précédemment, cette fois, vous n'avez pas le besoin de savoir établir le vecteur vitesse. Voilà, donc c'est plutôt sympathique. Alors, comment ça se passe et comment est-ce qu'on peut décrire ce repère? Donc, on se place toujours par rapport au repère cartésien. Vous avez votre point M ici, vous avez donc vos 3 vecteurs de base. Alors le vecteur ER, donc cette fois il va être selon OM, petite différence par rapport au repère cylindrique. Vous allez avoir un vecteur Eθ qui va être donné par le sens de θ, θ étant l'angle entre l'axe Z et finalement le vecteur position OM, donc entre EZ et ER, si vous regardez bien. Donc Eθ, donc ici, va être donné dans le sens qui est celui-ci.
Et troisième vecteur, vous avez en fait un deuxième angle ici, un angle phi, et en fait le vecteur e phi va être donné par le sens de phi, un petit peu comme e θ avec θ. Et donc e phi va se retrouver être comme ça, et donc e phi on va pouvoir le représenter ici. Donc c'est bien trois vecteurs qui forment un trièdre direct, hein, c'est-à-dire que si vous utilisez donc la règle de la main droite, vous avez donc ER qui va être comme ça, vous avez Eθ qui va être comme ça, et E phi qui va être orthogonaux aux deux premiers, et donc donné par le sens direct. Donc c'est bien ce qui est vérifié ici. Alors, pour le vecteur position, c'est assez simple ici, puisqu'on a choisi ER, donc collinaire à OM, il suffit de dire que le vecteur OM, finalement, c'est quoi? C'est la distance OM, donc qu'on note ici R, selon ER. Donc, c'est pas très compliqué pour le vecteur position. Alors, ce qu'il est en revanche un petit peu moins, c'est déterminer le vecteur déplacement élémentaire. Alors, ici, si vous regardez, hein, donc pour le point M, quand on va avoir une variation du coup de R, selon ER, on va avoir uniquement en fait dr-ER pour la composante du vecteur déplacement élémentaire selon ER. Pour θ, selon Eθ, en fait, on va avoir θ qui varie et on va avoir en fait un arc de cercle, ici que j'ai noté dl, qui va avoir la même expression que celle qu'on avait déterminée précédemment, si vous vous souvenez, pour le repère cylindrique. Hein, donc si ce n'est pas très clair, je vous invite à revoir ça. Et on avait obtenu en fait r dθ, donc selon Eθ. Donc pour ce qu'on a vu là, c'est exactement pareil. Maintenant, la petite différence, c'est que vous regardez ici, quand phi varie, vous allez avoir un déplacement selon E phi qui va être finalement aussi donné par un petit arc de cercle. Okay, donc, on va reprendre un petit peu le même principe que ce qu'on a vu tout à l'heure pour calculer l'arc de cercle r dθ, enfin de longueur r dθ. Et cette fois, en fait, hein, donc, ce qui va être un petit peu différent, c'est que si vous regardez ici le rayon, ça ne va plus être r, ok, mais ça va être quoi? Ça va être finalement cette longueur que vous avez ici, hein, donc la longueur qui serait représentée par le segment OI ici. Alors comment est-ce que j'obtiens ça? Alors l'idée pour obtenir ça, c'est en fait de projeter le point M. Si vous projetez le point M, hein, donc ici je vais le projeter comme ça, hop, vous vous apercevez que ici vous allez avoir un angle θ. Okay, vous avez en fait un triangle rectangle comme ceci, et ici vous allez avoir un angle θ. Donc ce qui vous intéresse finalement, c'est le côté opposé de ce triangle. Donc pour le côté opposé de ce triangle, je vais le mettre ici comme ça, vous allez bien comprendre. Donc là on a O, là on a I, là on a M, là on sait qu'on a R, et vous ce qui vous intéresse c'est ce côté-là finalement, sachant qu'ici on a θ. Donc si vous regardez, on peut utiliser par exemple le sinus. Si vous utilisez le sinus, donc le côté opposé divisé par l'hypoténuse sera égal à OI. Hein, donc on aura OI égale finalement R fois sinus de θ. Alors pour le coup, ici donc on retrouve R sinus de θ, je vais l'écrire en bleu. Donc si ce n'est pas très clair, il faut que, pour vous, il faut que vous sachiez le faire, et donc n'hésitez pas à reprendre ce qu'on vient de voir ici. C'est quelque chose que vous devez maîtriser vraiment, hein, sans hésiter. Donc pour la longueur de l'arc de cercle, ça va être quoi? Ça va être l'angle. L'angle c'est dφ fois donc, le rayon. Donc ici, ce n'est pas R, mais c'est R sinus θ. Et donc pour cette composante qu'on vient d'obtenir, on va la rajouter dans le vecteur déplacement élémentaire. On va avoir donc du R sinus θ dφ selon E phi. Donc voilà pour le vecteur déplacement élémentaire en coordonnées sphériques. Vous voyez que ce n'est pas si compliqué. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a servi. N'hésitez pas à la mettre en pause, à revenir en arrière et à maîtriser vraiment tout ce qui est dedans. Donc c'est vraiment, on va dire, les bases de ce que vous devez maîtriser en première année de prépa en mécanique pour être confortable sur tout ce qui va suivre.